La sédentarité coûte 140 milliards d'euros par an à la France. Ça, cette note de France Stratégie, moi, j'arrive toujours pas à la digérer. J'arrive pas à la digérer. On est en pleine période de débat sur le budget, la composition du gouvernement, sur les 40 milliards d'économies qu'il faut aller chercher. La sédentarité, ça coûte 140 milliards. Et je n'en entends aucun responsable politique, quel que soit son bord, en parler. Alors que c'est pourtant un projet, mais qui est passionnant. Avoir un pays anti-sédentaire. On peut imaginer des politiques publiques, mais fantastiques. Et il y a quelques exemples que je mentionne dans le livre, notamment la Slovénie qui teste le VO2 max de tous les collégiens et les lycéens. Mais voilà, il y a un sujet culturel. À côté de ce sujet de rapport aux technologies, il y a aussi un sujet de culture immobile, qui est la culture dominante aujourd'hui. Salut Alex. Salut David. Écoute, je suis ravi de te recevoir à nouveau sur Limitless Project. On va pouvoir parler de ton nouveau livre, La chaise tue. Et je dois dire que, tu vois, la sédentarité, évidemment, c'est un sujet que je connais par cœur. Je fais tous mes calls en marchant. J'essaie de mettre plein de mouvements dans ma journée. J'ai un bureau assis debout. Enfin, je vais dire que je me sens plutôt incollable sur le sujet. Et je me disais, tu m'as offert ton livre. Par respect, je l'ai quand même ouvert. Mais voilà, un peu à reculons en me disant, je vais quand même pas apprendre grand chose. Ça risque d'être un peu chiant. Et en réalité, j'ai trouvé vachement intéressant parce que tu as abordé le sujet sous plein d'angles différents. Comment est-ce que la chaise elle est arrivée dans nos sociétés? Comment est-ce qu'on vivait il y a des dizaines d'années? Quel impact ça a sur l'apprentissage, sur les enfants, sur la créativité, évidemment sur les maladies, ça c'est le truc le plus classique. Mais et voilà, et donc t'as, même d'un point de vue philosophique, ce que ça peut représenter en termes de temps long, ralentir, alors que je parle à toute vitesse. Tu vois, ça me fait penser par exemple au pouvoir de l'écriture manuscrite par rapport au fait d'écrire sur un clavier. Oui. Quand tu écris sur un clavier, ton écriture peut aller à la même vitesse que ta pensée. C'est hyper confortable. Et quand tu recommences à écrire de façon manuscrite, l'écriture va moins vite que ta pensée. Mais ça modifie la façon dont tu interagis avec le support et dont ta pensée se structure. Enfin, voilà, tout ça pour dire que je fais cette petite intro pour dire que même si on va parler potentiellement de chaises, de sédentarité, etc., je pense qu'on peut l'aborder sous plein de prismes qui jusqu'à maintenant n'ont jamais été abordés. Donc je te remercie de revenir pour parler de tous ces sujets. Mais avant ça, comme la dernière fois, j'aime bien démarrer mes podcasts par une petite question qui est de savoir si tu as une petite routine matinale qui te permet de te sentir plein d'énergie pour la journée à venir. Ma routine, elle change. Elle change vraiment régulièrement. Je pense que ce qui me fait le plus de bien quand j'arrive à le faire, c'est d'aller courir au réveil, direct. Pas de petit déjeuner, pas de douche, directement mettre ses chaussures et partir pour 45, 50, 55 minutes maximum de course à pied. Je suis pas du tout un expert de la course à pied, pour dire les choses franchement, j'y connais rien. Fractionné, pas fractionné. Je prends pas de téléphone, pas de montre, donc je peux pas te dire mon chrono, mes performances. Je sais qu'en ce moment j'habite à Paris, pas très loin du jardin de la cité universitaire et pas très loin du coup aussi du parc Montsouris. Donc ça c'est une chance de pouvoir aller courir dans des parcs. Ce qui est quand même beaucoup plus sympa que sur un boulevard ou sur une avenue. Donc, et je sens quand je le fais qu'ensuite ma journée elle est exceptionnelle, elle est géniale. Je me sens bien, je me sens détendu, je me sens relâché dans le corps. Parfois je remplace ça par du yoga qui me fait plus de bien sur les articulations, sur la mobilité. Après, mon activité physique de passion, c'est les arts du cirque, c'est à savoir les sangles aériennes. Ça, c'est le nom de mon agrès. Mais c'est impossible à faire au réveil. Ton corps, il te dit non. Oublie tout de suite cette option. Mais je dirais que être dans mon corps, sans téléphone, sans les emails, sans avoir mangé, revenir ensuite me faire un petit déjeuner, me doucher, ça me donne une belle manière de commencer la journée pour ensuite, et ça c'est très important pour moi, essayer d'avoir aucun rendez-vous, aucune réunion le matin et enchaîner avec 2-3 heures où je suis dans des tâches de fond comme de l'écriture par exemple. Ça a été très, très essentiel pour aller au bout de ce projet d'écriture. Et ensuite l'après-midi, là je passe à mon activité plus de rendez-vous, de réunions
en marchant, on y viendra. Mais j'ai un peu la même organisation de journée, en tout cas sur les phases de deep work le matin, où je m'aperçois qu'en fait, je suis tout simplement plus intelligent, avec en tout cas une pensée plus analytique, tandis que l'après-midi, j'ai une pensée peut-être plus divergente et plus de mal à me concentrer. Et c'est vraiment une perte de capacité que de mettre des tâches de type to-do list, call ou meet le matin, tu vois. Et c'est vraiment comme si je perdais une chance ou une occasion d'avancer sur des vrais sujets. Et donc, comme quoi, l'organisation de la journée, le moment où tu fais les tâches par rapport au fonctionnement de ton cerveau, ça a un vrai impact à la fois sur ta productivité, mais ta productivité, elle est aussi liée à ta satisfaction de ta journée, de ce que tu as créé, de l'expression de ton potentiel et tes talents naturels. Donc, je te remercie de le mentionner. Et sur la partie course à pied, c'est marrant, moi je déteste courir. Et c'est assez paradoxal pour quelqu'un qui court des ultra-trails. Mais j'ai trouvé dans la course, et surtout, bon, j'ai la chance de pouvoir faire de la course en montagne, une façon de réguler mes émotions, de faire des liens entre toutes les connaissances. J'ai une vie qui est très intense. Bon, bien sûr, je passe des temps de qualité avec ma femme et mes filles, mais indépendamment de ces temps-là, sinon, tout mon temps, il est utilisé soit à créer de nouveaux projets, soit à apprendre de nouvelles choses, à nourrir ma curiosité, à faire du sport. Enfin, c'est toujours du temps utile, tu vois, où j'engramme beaucoup d'informations. J'écoute des podcasts, je lis des livres, je suis des formations, je rencontre des gens, je parle, je crée, je fais des tableaux. Enfin, tu vois, c'est hyper varié et j'ai l'impression que vraiment, le fait de courir, ça permet à mon cerveau de faire le tri, de faire des liens, de relier les points. D'ailleurs, mes meilleures idées, les solutions à mes problèmes, souvent arrivent dans ces moments-là. Tant et si bien que je pourrais même pas dire si je considère que c'est du temps de détente ou si c'est du temps de travail. Parce que si on considère que la mission première d'un chef d'entreprise, c'est de prendre les meilleures décisions possibles, eh bien, je suis certain que cette habitude m'aide à prendre de meilleures décisions. Tu vois. Mais ça, je te le confirme. On a dédié un chapitre entier du livre avec mon co-auteur Victor au sujet des liens entre marche et créativité. Et on a aujourd'hui des centaines d'études scientifiques qui expliquent qu'on a nos meilleures idées quand on est en train de marcher ou quand on est en mouvement, quand on est en train d'utiliser notre corps. La plus fameuse, elle s'intitule « Give legs to your ideas », donc « donner des jambes à vos idées ». Genre d'études où on prend des groupes de personnes et on leur fait faire des exercices de créativité en prenant un groupe en intérieur, immobile, sédentaire, un groupe en intérieur mais en train de bouger, un groupe en extérieur en train de bouger, et c'est toujours le dernier groupe qui réussit le mieux les exercices de créativité. Alors, on n'est pas totalement certain des mécanismes d'action. On suppose que ça favorise la pensée divergente, le fait d'avoir différentes solutions pour un problème donné. On pense aussi que c'est lié à la stimulation de sérotonine et d'endorphine qui vient de l'activité physique. Mais on a aussi, outre ces recherches scientifiques, tout un tas d'exemples de génies qui avaient l'habitude de marcher sans ordinateur, même sans carnet, sans rien pour prendre des notes, mais dans une démarche intellectuelle. L'exemple qui m'a le plus surpris, c'est Charles Darwin, qui lui, autour de sa maison, avait créé un sentier qu'il appelait le Thinking Path, donc le sentier à idées, qu'il avait jalonné avec des petits cailloux, et tous les jours, il prenait son sentier, et selon son fils, c'est vraiment lors de ces marches récurrentes qu'il a formalisé la théorie de l'évolution. Kant était surnommé l'horloge de Königsberg, parce qu'il habitait dans le village de Königsberg, et il était réglé comme une horloge. À 17h, tous les jours, il partait marcher pendant 1 heure. On a plein d'exemples comme ça, et c'est vrai que ça fait complètement réinterpréter le débat travail en présentiel ou télétravail. En fait, le sujet, il n'est pas là. C'est pas est-ce que je travaille depuis chez moi ou est-ce que je travaille en bureau. C'est est-ce que je travaille en étant assis sur un ordinateur en train de faire quelque chose, ou est-ce que je travaille d'une autre manière qui fait appel à d'autres formes de pensée. C'est ce que tu expliques très bien, toi, avec ton terme de marche créative, Ouais, c'est ça. que j'aime beaucoup, où tu parles justement de comment ça t'aide à vagabonder, mais à vagabonder à la fois physiquement et dans ton esprit. Il y a un vagabondage
intellectuel qui se met en place et qui débouche sur des idées. Donc là, évidemment, c'est renversant. S'il y a un directeur des ressources humaines qui est en train de m'écouter, il se dit, mais qu'est-ce que cette personne est en train de me dire, de laisser mes employés en train de marcher pendant 1 heure durant leur journée de travail. Et en fait, c'est ce que je suis en train de dire. Je parle actuellement à des directeurs de ressources humaines de boîtes de plusieurs milliers de personnes et je leur dis, mais vous n'imaginez pas à quel point ce test pourrait être puissant de, pendant 1 mois, proposer à vos 3000 employés d'aller marcher durant leur journée de travail. Pas marcher avec un téléphone et en scrollant sur les algorithmes et en matant des vidéos les unes après les autres, mais juste d'aller marcher et de voir ce qui se passe. Tu te demandais quels étaient les mécanismes à l'œuvre. Alors, j'ai pas forcément la réponse, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est lié à la non-focalisation. Oui. C'est-à-dire que quand on travaille, on est toujours... C'est Huberman qui disait que la cognition suit le regard. Donc, si tu regardes... D'ailleurs, il conseille, pour être concentré justement sur une phase de deep work, de mettre une casquette pour réduire ton champ de vision, essayer d'avoir pas de fenêtre, pas de distraction sur ton bureau, pour vraiment être focalisé sur ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est génial, tu rentres dans un effet de tunnel. Mais cet effet tunnel, il favorise pas justement cette pensée divergente. Tandis que quand tu es en train de marcher, en ville ou dans la nature, tu vas avoir le champ visuel qui est beaucoup plus large, qui est ouvert, tu vois. En même temps, tu vas avoir un mouvement qui est cyclique, qui est suffisamment actif pour te mettre en mouvement, mais en même temps suffisamment répétitif pour que tu n'aies pas besoin d'y penser de façon consciente. Et c'est vrai que moi, je parlais de marche créative parce que quand je suis face à un problème ou à une question, j'ai tendance à engrammer beaucoup d'informations sans leur chercher directement une finalité. Parce que si je suis déjà en train d'essayer de répondre à mon problème, si tu veux, je me mets déjà des œillères. Donc j'essaie juste de capter beaucoup d'informations en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en discutant avec des gens, en faisant des recherches. Et ensuite, cette information, c'est un peu comme si je mangeais, elle a besoin d'être digérée, d'être métabolisée. Et le moment où je suis en train de marcher, justement, c'est le moment où je métabolise cette information et mon cerveau, tout seul, sans que je dirige, il fait des liens et il porte à ma conscience la réponse. Et c'est magique, hein. Et c'est marrant parce que tu parles au DRH, etc. Et donc peut-être que le DRH s'est dit putain mais c'est lunaire, c'est quoi encore cette espèce de hippie là avec ses cheveux en l'air. Voilà encore, on a déjà mis des baby-foot dans les salles de repos, maintenant il faut aller les faire marcher. C'est bon, c'est pas la récréation. Après, et en même temps, j'ai d'autres arguments pour les DRH. Et en même temps, tu vois, même un entrepreneur, tu vois, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ta perspective de dire ok, ça a une finalité de boulot et de performance. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai beau savoir ça d'un point de vue théorique, c'est quand même le genre de truc qui passe le plus facilement à la trappe, tu vois. Et tu as plein de choses à faire, et puis tu te dis, bah non, je le ferai demain, puis je le ferai demain, puis au final, tu le fais jamais. Et donc moi, j'ai sacralisé avec des moments dans mon agenda dédiés où je me suis réservé des créneaux. De toute façon, moi, ce qui n'existe pas dans l'agenda n'existe pas tout court. Donc mes créneaux deep work, ils existent dans mon agenda. Mes marches créatives, elles existent dans mon agenda. Et même certains rendez-vous intimes avec ma femme existent dans mon agenda. Mais c'est sûr qu'on est... On a besoin, surtout au démarrage, surtout si on est dans un état de vie où on est très sédentaire, on a besoin de le mettre dans le calendrier. Ça me semble absolument essentiel que de réagir en disant sur ma journée, sur ma semaine, quels sont les moments où je suis en mouvement, quelle forme de mouvement je vais prioriser. On est tellement dans un environnement qui nous sédentarise. C'est ça le sujet qu'on a voulu explorer dans ce livre. C'est pas une question de faillite individuelle. Bien sûr qu'on peut réagir d'un point de vue individuel, on a un pouvoir, on a une certaine forme de puissance, mais notre environnement a tellement changé depuis 50, 60 ans qu'il est logique que des millions de personnes en France aujourd'hui passent 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures par jour en position assise. Et pour les personnes qui sont en train d'écouter ce que je suis en train de dire, je vous propose de faire le test là maintenant, de conscientiser combien de temps je passe en position assise chaque jour, en comptant les heures passées à travailler devant un ordinateur. Ça, c'est 8 millions de personnes en France. Et ce chiffre est sous-estimé, mais 8 millions de travailleurs de bureau. Il est sous-estimé parce qu'il ne compte pas les travailleurs indépendants, les entrepreneurs qui sont à leur compte et qui bossent depuis chez eux. Mais on a déjà ce chiffre de 8 millions de travailleurs en open space. Le temps passé dans des transports, voitures, métro en position assise, le temps passé à manger sur une chaise, le temps passé sur des loisirs sédentaires, Netflix, télé, jeux vidéo, toutes ces heures s'expliquent par un environnement super confortable. J'ai
je peux tout faire en étant assis sur cette chaise, sur ce fauteuil. Je peux travailler, je peux commander à manger avec une application de livraison. Je peux, si j'ai besoin d'une modification dans mon appartement, commander un meuble, une chaise qui va m'être livrée. Je peux même maintenant commander quelqu'un qui vient la monter pour moi. Je peux téléconsulter un médecin. Je peux entretenir des relations amoureuses avec une application. Je peux tout faire. Et évidemment il y a des exceptions où c'est utile. Si je suis au fin fond de la Cambrousse et que j'ai une maladie très grave du cœur, c'est génial de pouvoir téléconsulter un médecin. Mais dans les faits, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est utilisé par des personnes qui pourraient se déplacer jusqu'à un médecin, mais qui ne le font plus parce que ça a l'air confortable, facile, et on ne se rend pas compte des dégâts que ça crée sur le long terme pour nous. Le cas extrême de ça, c'est la notion d'ikikomori au Japon, qui sont ces personnes qui ne sont pas sorties de chez elles depuis au moins 6 mois. Le Japon comptabilise 2 millions d'ikikomori. Et d'ailleurs, les instituts de sondage japonais disent tous que le chiffre est sous-estimé parce que plein de personnes n'osent pas se déclarer en tant qu'ikikomori. La situation elle est encore plus grave souvent chez les enfants. On a dédié un chapitre à l'école parce que mon co-auteur Victor Fersing est membre d'une association qui s'appelle Lève les yeux, qui fait de la sensibilisation dans les collèges et les lycées contre l'addiction aux écrans. Et aujourd'hui, les sociologues parlent du phénomène des enfants d'intérieur, qui sont des enfants qui sont sédentaires, n'ont pas accès à cette pensée divergente que tu viens de mentionner, à ce vagabondage, mais surtout ne développent pas du tout l'instinct d'exploration. Et ça, je sais que c'est quelque chose dont tu parles beaucoup avec Féroce. Explorer le monde, le découvrir. Le phénomène des enfants d'intérieur, c'est tout l'inverse. L'enfant découvre le monde à travers des écrans, à travers des réseaux sociaux. Et donc, ça débouche sur un développement émotionnel de l'enfant complètement différent, avec une peur de parler à autrui, une peur d'aborder des inconnus dans la rue, une peur de poser des questions, une peur de se débrouiller seul. Et ça, c'est un phénomène grandissant dans les pays occidentaux, avec parfois des faits divers, mais où tu as l'impression que c'est une blague, tu as du mal à y croire. On mentionne dans le livre le cas de cette maman américaine qui a été envoyée au poste de police, arrêtée, parce que des voisins ont vu sa fille rentrer toute seule de l'école chez elle. Et ils ont dit, mais c'est pas possible, comment est-ce que cet enfant peut être toute seule dehors, c'est dangereux, elle va se faire attaquer, il va lui arriver quelque chose. La police arrive, coffre la maman et l'emmène au poste. Donc, pour reprendre ce que tu disais en introduction, ce sujet de la sédentarité, il m'a complètement dépassé. J'ai commencé à écrire ce livre il y a 2 ans. Ma première démarche a été de prendre un mur sur une pièce de 30 mètres carrés, de mettre des paperboards partout, d'écrire au milieu sédentarité et puis de commencer à noter tous les thèmes connexes à ce sujet. Alors évidemment, il y en a qui sont évidents, sédentarité et santé physique, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, troubles musculo-squelettiques, obésité, cancer. Sédentarité et santé mentale, anxiété, dépression, perte de créativité. Et puis ensuite, sédentarité et éducation de nos enfants. Sédentarité et monde du travail. Sédentarité et santé des femmes enceintes. Sédentarité et situation des personnes âgées. Sédentarité et loisirs. Sédentarité et rapport au temps. Je le mentionnais, dans un monde où, avec un téléphone, j'ai accès à une quantité d'informations qui est complètement folle, c'est hallucinant, ça va tellement vite. Je suis en fait dans un rythme qui est décalé par rapport à ma physiologie, par rapport au rythme naturel de mon cerveau. Je suis en sur-régime. Quand je marche, je me remets sur un rythme beaucoup plus naturel. Donc voilà, à la fin, tu peux l'imaginer, la pièce entière était couverte de thèmes. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de déménager dans un plus grand appartement. de déménager dans un plus grand appartement et surtout de recruter un co-auteur, Victor, sans qui ce livre n'aurait pas été possible. Et je pense qu'on aurait pu y consacrer vraiment 2 ans de plus. Il y a des thèmes qu'on n'a pas traités parce qu'il fallait rendre le manuscrit. Sédentarité et testostérone. Tu sais qu'on a une chute, notamment aux États-Unis, mais ça commence aussi en France, de la testostérone chez les hommes.
ce qui d'ailleurs entraîne les problèmes de fertilité qui sont de plus en plus nombreux. Eh bien, on sait aujourd'hui qu'une vie trop sédentaire, ça bousille la testostérone. Donc voilà, le sujet est vraiment immense et je remercie la centaine de médecins, d'experts de santé qui ont accepté de répondre à notre enquête, de passer du temps avec nous en interview pour qu'on comprenne bien l'ampleur du sujet. En fait, si le sujet il est aussi vaste, c'est peut-être parce qu'il faut en revenir aux bases et initialement on reste des animaux, même si on a tendance à l'oublier, et qu'un animal qui est mis en cage et qui ne peut plus avoir ses comportements naturels, tu vois, tu parlais de féroce, bah, je le vois bien entre la différence entre les vaches qui sont élevées à l'herbe en plein air et celles qui sont enfermées en stabulation, qui ne peuvent pas bouger. En fait, il y a tout qui dysfonctionne chez elles. De la même façon que les humains. Hein. C'est juste qu'on a tendance à faire un distinguo parce qu'on se sent plus intelligent que tout le reste. Et d'ailleurs, tu vois, c'est un peu un problème du réductionnisme moderne. C'est vrai que je critique souvent ce réductionnisme. En même temps, j'ai bien conscience que c'est hyper important. Mais la science, pour expliquer le vivant et puis les phénomènes de façon générale, elle a étudié des systèmes et puis les a réduits en ces parties de plus en plus petites. Donc, tu vois, par exemple, on regardait le corps humain au global, et puis après le système cardiovasculaire, puis après le cœur, et puis après les cellules du cœur, puis après les atomes, etc. Et, sauf que le tout est supérieur à la somme de ses parties. Et on en oublie les phénomènes émergents qui sont liés à ça. Et donc, au final, tout ce que tu cites, que ce soit les problèmes plutôt cognitifs liés à l'humeur, tu vois, la dépression, etc., ou le syndrome métabolique, la testostérone, etc., tout ça est lié, parce qu'en fait, tout ça fait partie du même système qui est le corps humain. Et le corps humain, à partir du moment où il vit dans un biotope et dans des fonctionnements qui ne sont pas cohérents avec la façon dont il a été conçu et dont il doit marcher, marcher, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, tu vois, on parlait des avantages liés à la productivité du fait de marcher, mais un truc qui est assez évocateur, c'est que le cœur envoie du sang oxygéné dans nos muscles. Donc, c'est une pompe qui envoie le sang sous pression comme ça. Mais la pompe retour, ce qui permet au sang vicié, qui est faible en oxygène et riche en CO2, de revenir au cœur pour être renouvelé, eh bien, c'est les muscles squelettiques et notamment les muscles des mollets. Donc, si tu restes longtemps assis, ben, typiquement, tu as un renouvellement de ton oxygène sanguin qui est moins important. Et sans oxygène, bah, ton cerveau, déjà, il fonctionne moins bien. Donc, ta capacité à réfléchir, à avoir de bonnes idées, à être productif et concentré, elle diminue. Et tu vois, et en fait, voilà, on n'est juste pas conçu pour fonctionner de cette façon-là. Et tu mentionnais cette crise de confort et puis cette emphase sur l'exploration. C'est vrai que moi, en fait, j'ai l'impression que l'un des drames de notre société aujourd'hui, c'est que les véritables émotions sont en compétition avec des plaisirs simples, faciles, jetables, mais qui sont beaucoup moins durables en termes de qualité de souvenir. Et tu vois, si tu regardes des processus décisionnels d'un point de vue neurocognitif, ce qui va faire que tu vas avoir envie d'interagir avec quelqu'un, de te déplacer pour cuisiner, enfin voilà, toutes ces choses-là, en fait, c'est des états de tension, des états de frustration. Parce que je me sens seul, par exemple, que je suis frustré de ne pas avoir de relation humaine, que je vais avoir envie de supprimer cette tension en faisant un effort, c'est-à-dire me lever de la chaise pour aller rencontrer quelqu'un. Mais qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je peux régler cet état de tension simplement avec mon téléphone sans avoir besoin de fournir aucun effort? En fait, si tu places ça si tu vois ça comme une balance, sur une balance, d'un côté, tu as l'état de tension que tu cherches à résoudre, donc la volonté de manger, de sortir dehors, de rencontrer quelqu'un, etc. Et de l'autre côté, tu as l'effort. L'effort, c'est quelque chose d'aversif parce qu'on est programmé pour économiser notre énergie dans un contexte où avant les calories étaient rares. Et donc, naturellement, si tu peux régler ton état de tension sans fournir d'effort, eh ben, c'est une équation qui est plus rentable que de résoudre cette équation en te levant de ta chaise et en allant rencontrer quelqu'un. Et c'est pour ça que je parle de compétition en réalité, parce qu'on ne le voit pas toujours sous cet angle-là, mais les technologies, etc., c'est des choses merveilleuses, mais l'inconvénient, c'est qu'elles créent vraiment une compétition inconsciente qui permet de résoudre des états de tension, et ces états de tension sont la source de notre motivation et celle qui nous permet de bouger et d'être en mouvement. Oui, et sur ce sujet d'ailleurs de la motivation et de la recherche du confort, nous on s'appuie beaucoup dans le livre sur les travaux de 2 chercheurs français, Boris Cheval et Mathieu Boisgontier, qui ont publié un super bouquin qui s'appelle Le syndrome du paresseux, où ils expliquent bien comment on s'est construit justement en essayant d'économiser notre énergie et comment cela se retourne contre nous dans cet environnement si confortable
qui est là maintenant. Et donc, il est essentiel de réagir et de voir toutes ces technologies comme des ennemis potentiels. C'est des outils, on peut les utiliser pour construire quelque chose, mais on peut aussi les utiliser pour se détruire soi-même, et il est super important de le conscientiser. Et alors, qu'est-ce que tu dis d'autre aux DRH pour les convaincre de placer leurs 3000 employés Alors, 1 heure dehors à marcher? Voilà. Avant effectivement de parler des avantages en termes de créativité, l'autre chiffre choc qui fait réagir les DRH, c'est les 28% des arrêts de travail court terme en France qui sont dus au mal de dos. On a une explosion de manière générale des arrêts de travail en France depuis quelques années. Les analystes débattent de pourquoi on a de plus en plus de gens qui font des arrêts de travail, pourquoi il y a de plus en plus de burn-out, pourquoi il y a de plus en plus de gens qui sont en fatigue chronique. Est-ce que c'est la perte de sens? Est-ce que c'est X? Est-ce que c'est Y? Il y a un sujet qui doit être quand même mis sur la table, qui est que le travail est de plus en plus sédentaire et que le Covid a accéléré la sédentarité de manière hallucinante. Zoom est devenu complètement classique et normal. C'était pas le cas avant, et je suis assez bien placé pour en parler, puisque il y a 15 ans, j'ai créé un organisme de formation qui ne propose que des cours à distance, que des cours en ligne, et moi, pendant des années, j'ai connu cette réalité où les gens ne voulaient pas suivre de cours à distance, de formation en ligne, parce qu'ils ne croyaient pas dans l'efficacité. Et avec le Covid, renversement extrême, coup de virage à 380 degrés, avec maintenant des gens qui ont un calendrier où il y a du Zoom de 9h du matin jusqu'à 18h. Et donc, pour les DRH, il y a aussi une évidence qui est, si je veux une équipe en meilleure forme physiquement, qui se crame moins, où il y a moins de burn-out, où il y a moins de troubles musculo-squelettiques, il faut que je repense la manière dont on travaille. Il faut que je repense les bureaux. Il faut que je m'ouvre, par exemple, au bureau assis debout. Il faut que je m'ouvre au siège ballon. On a une super marque en France qui s'appelle Bloon, fondée par un ostéopathe qui propose des sièges ballons. Il faut que je m'ouvre au pédalier. Il faut que je diffuse la notion de réunion en marchant. Il faut que j'aille m'inspirer de ce qui se fait dans d'autres cultures, comme par exemple au Japon, où on a tous vu ces vidéos d'employés japonais qui font des exercices de gymnastique dans leur entreprise, au sein de l'usine. Alors avec Victor, on est allé creuser en fait l'histoire de cette habitude sociétale. Ça vient des années 1920, où le gouvernement japonais décide d'un programme de gymnastique, d'activité physique, qu'il appelle Radio Taiso, T-A-I-S-O, et il se met en partenariat avec la première radio du pays à l'époque, et il diffuse cette série d'exercices pendant 15 minutes sur les ondes de la radio, et ils vont voir les plus grandes entreprises japonaises, ils leur disent « Vous mettez ça dans les haut-parleurs de vos bureaux, de vos usines, pour que tout le monde les écoute, et c'est comme ça que la culture se crée. » Mais aujourd'hui, nous, on est très très loin de ça. Il faut toujours se demander est-ce que je suis dans mon aquarium ou pas. Si vous écoutez ce podcast et que pour vous c'est normal de bouger en marchant, de faire de l'activité physique durant votre travail, malheureusement vous êtes dans le petit aquarium. Toi, par exemple, ce que je trouve incroyable, c'est de voir que tu fais tes réunions avec les actionnaires féroces en marchant. Donc tu as déconstruit vraiment très fort ces injonctions culturelles qui n'ont pas de sens. Mais si tu vas dans le plus gros des aquariums, si tu vas dans un open space, dans une boîte classique, et que tu te lèves, et que tu commences à faire des torsions, et que tu commences à faire un chien tête en bas, et que tu commences à faire un grand écart, et que tu commences à faire des squats, que tu commences à ramener tes anneaux de gymnastique pour les accrocher au plafond et te suspendre, faire des tractions, mais t'es vu comme un huluberlu. Et le changement est dur. Je peux te témoigner d'un échec. Moi, quand j'ai ouvert le capot sur ce sujet de la sédentarité, que j'ai compris la notion de sportif sédentaire, que j'ai compris que être en bonne santé, ça n'a rien à voir avec faire 1 à 2 à 3 séances de sport par semaine. C'est vraiment casser cette sédentarité au quotidien. J'ai voulu le partager dans mon entreprise qui est Live Mentor, donc un organisme de formation qui compte une centaine d'employés. Et j'ai transformé
une salle de réunion en salle de réunion, salle de sport. C'est-à-dire que la salle de réunion est vraiment amovible. C'est très facile de ranger les tables. Et j'ai mis des haltères, des tapis de yoga, des élastiques, des Swiss balls, enfin tout ce que tu as chez un kiné, quoi. Tu peux tout faire. Et j'ai commencé à essayer de mettre en place la dynamique de mouvement, d'utilisation de cette salle. Échec. Fiasco. Alors on m'a dit, il n'y a pas de douche dans les bureaux. Et donc ça me dérange après d'être un peu transpirant pendant que je travaille. Je peux entendre ce point. Évidemment, c'est mieux s'il y a des douches. Mais franchement, est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Est-ce que c'est vraiment ça le sujet ? Est-ce que ce qui bloque, c'est de ne pas pouvoir prendre sa douche, ou est-ce que ce qui bloque, c'est que c'est complètement sorti de notre réalité et notre quotidien ? Moi, je crois que la vraie raison, elle est là. Et donc, c'est pour ça que c'est super important de réagir. On y viendra peut-être à différents niveaux de collectif. Il y a le niveau purement individuel, il y a le niveau de ma famille, de mon conjoint, de ma conjointe, le niveau de ma relation avec mes enfants, ma relation avec mes parents, ma relation avec mes amis. Mes amis, est-ce qu'on doit se voir pour se faire un catch-up dans un café ou autour d'une bière dans un bar ? Pourquoi est-ce qu'on ne se voit pas pour marcher ? Pourquoi est-ce qu'on ne se voit pas pour danser ? Pourquoi est-ce qu'on ne se voit pas pour faire une séance de mouvement X, Y, Z ? La relation avec mes collègues, évidemment. La relation avec mes partenaires, fournisseurs, clients. Et puis après, il y a d'autres niveaux de collectif dont on parlera aussi peut-être, qui sont les niveaux du village, de la région, du pays. La sédentarité coûte 140 milliards d'euros par an à la France. Ça, cette note de France Stratégie, moi, j'arrive toujours pas à la digérer. On est en pleine période de débat sur le budget, sur la composition du gouvernement, sur les 40 milliards d'économies qu'il faut aller chercher. La sédentarité, ça coûte 140 milliards. Et je n'en entends aucun responsable politique, quel que soit son bord, en parler. Aucun. Alors que c'est pourtant un projet, mais qui est passionnant. Avoir un pays anti-sédentaire. On peut imaginer des politiques publiques, mais fantastiques. Et il y a quelques exemples que je mentionne dans le livre, notamment la Slovénie qui teste le VO2 max de tous les collégiens et les lycéens. Mais voilà, il y a un sujet culturel qui, à côté de ce sujet de rapport aux technologies, il y a aussi un sujet de culture immobile, qui est la culture dominante aujourd'hui. Tu mentionnais les boards féroces que je faisais en marchant. C'est plus facile pour les boards féroces parce que je sais que c'est une entreprise dont les parties prenantes partagent les mêmes valeurs. En revanche, ma dernière startup, j'ai des investisseurs, des institutionnels, des VC classiques, tu vois, qui mettent encore des costumes avec une belle chemise. Et c'était autrement plus difficile. Et je m'étais moi aussi créé des croyances limitantes vis-à-vis de ça. Comment est-ce que ça va être perçu, etc. Tu vois. Et en fait, j'ai probablement de la chance, je sais pas. C'est que je suis arrivé à un moment où je me suis dit rien à foutre en fait. Je m'en fous du regard des autres. Plus je grandis, plus j'ai confiance en qui je suis, en mes valeurs profondes. Et le mouvement est pas un choix ou une décision ou quelque chose que je fais en plus. C'est ma vie, tu vois. Je me sens en mouvement dans ma vie. D'ailleurs, j'ai un tas de règles automatiques, entre guillemets, qui est que s'il y a des escaliers et des escalators, je prendrai systématiquement les escaliers, même si parfois je dois faire un détour pour aller prendre des escaliers. Quand je dois me déplacer à Paris, si je peux y aller à pied, ou qu'il y a plusieurs itinéraires, tu sais, parfois tu as genre 20 minutes de marche, un métro, 10 minutes de marche, versus 5 minutes de marche, 2 métros, 5 minutes de marche. Et ça met le même temps. Je vais choisir celui avec plus de marche. Enfin, tu vois, j'ai plein de petites règles automatiques qui pourraient être résumées par si un chemin plus difficile, prends ce chemin-là, quoi. Et donc, si tu veux, tout ça fait partie d'un tout qui est cohérent, ce qui fait que là, tu vois, il y a 2 jours, par exemple, j'avais pris, je suis à Paris, donc j'ai ma salle de gym mobile, c'est-à-dire mes TRX, donc c'est des sangles pour faire des exercices. Et j'étais en pleine ville, il n'y avait pas de parc ou d'arbre où installer ça. J'ai accroché ça à un poteau juste devant l'église. Et j'étais torse nu en train de faire mes tirages devant l'église. Et puis les gens ils me regardaient un peu bizarre, mais rien à foutre, tu vois. Et une autre anecdote comme ça, c'est que je prenais l'avion pour aller au Pérou quand j'ai été faire un ultra trail à travers la jungle. Et le plus long courrier, il faisait 12 heures. Et en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que quand tu as l'habitude de te lever régulièrement,
tu es désadapté de la position assise. Quand je dis désadapté, c'est-à-dire que je ressens vraiment des douleurs, des tensions, etc. quand je reste trop longtemps assis. Donc, pour le coup, ça devient, entre guillemets, dans ces contextes-là, un vrai problème. Ce qui fait que toutes les heures ou toutes les heures et demie, je me levais, je faisais des allers-retours dans le couloir, des pompes, des fentes, des squats, des élévations de mollets, des chiens tête en bas, des chiens tête haut. Dans tout l'avion, j'étais absolument le seul à faire ça. Et j'en avais strictement rien à foutre. Et le truc qui m'a le plus choqué, c'est le contraste avec la femme qui était assise à côté de moi. Sur ce même vol de 12 heures, elle ne s'est levée qu'une seule fois, au bout de 6 heures. Donc elle a réussi à rester 6 heures. Je me suis dit, elle a des super pouvoirs. Hein. Rester 6 heures assise sans se lever. Elle a fait 4 pas jusqu'aux toilettes. Elle a été aux toilettes. Elle est revenue s'asseoir. Une seule fois dans tout le vol. Je me suis dit, waouh, mais comment elle fait quoi. Et bref, je reviens à mon histoire de call en marchant. Et donc, j'en ai rien à foutre m'a permis de faire ces calls, même avec des gens avec qui j'aurais pas imaginé le faire. Des banquiers, des investisseurs, etc. Beaucoup plus traditionnels, entre guillemets. Et là où je pensais recevoir une forme de jugement, lire une forme de jugement et être marginalisé, mais en fait, c'est pas du tout ça que j'ai vu. C'est tu fais ça, moi aussi je devrais le faire, mais bon, c'est compliqué dans mon contexte, etc. Donc en fait, se chercher des excuses que moi j'aurais pu me chercher par le passé, tu vois, de peur de la façon dont on s'est perçu par les autres. Mais contrairement à ce que je pensais, qui est que je me sentirais jugé, au contraire, ça avait plutôt tendance à les inspirer. Et donc, ce qui était des croyances limitantes, en fait, c'était juste une projection de la façon dont ça serait perçu, mais la réalité s'est révélée complètement différente, voire opposée de ce à quoi je m'étais imaginé. Donc la conclusion de ça, c'est qu'à l'échelle individuelle, ça peut valoir le coup de tester parce que probablement, ça sera mieux vu. Après, c'est vrai que si je faisais des chiens tête en bas et des chiens tête en haut en plein milieu d'un bureau classique en open space, ça serait peut-être vu bizarrement. Et encore, mais peut-être pas. Et tu parlais des différents niveaux, donc niveau individuel, etc. Tu disais que tu avais essayé de mettre en place ce projet de cette pièce de réunion un peu hybride au sein d'Hive Mentor et que ça a été un échec. Dans ta créativité infinie, surtout lorsque tu es en train de marcher, est-ce que tu as trouvé des idées, des solutions pour essayer de transformer justement un outil en usage et en comportement ? Alors, c'est sûr qu'il y a un effet d'entraînement. Par exemple, je vois bien que depuis que j'ai décidé de faire toutes mes réunions en marchant, ça a inspiré d'autres personnes dans mon équipe, d'autres collègues. Surtout qu'il y a quand même un petit détail assez rigolo, c'est que nos bureaux parisiens sont à côté d'un magnifique cimetière qui s'appelle le cimetière Père-Lachaise, et que quand même le jeu de mots entre cimetière et Lachaise par rapport au livre que je viens d'écrire est assez beau. Et surtout, c'est un endroit avec tout ce que j'aime. Des arbres, un sentiment de déconnexion assez fort par rapport à l'environnement parisien et du dénivelé. Donc quand tu marches au Père-Lachaise, je te jure que tu transpires si tu marches à un bon rythme. Et donc j'ai commencé à emmener toutes les personnes de mon équipe avec qui j'avais des réunions là-bas pour les faire en marchant. Je vois que d'autres personnes commencent à faire de même. Il y a quelques semaines, par contre, tu vois, j'ai reçu un appel d'un de mes employés qui me disait Alex, ça serait bien que tu refasses une présentation d'équipe sur la sédentarité, vu que tu viens de sortir le livre. Parce que moi, la dernière fois, j'étais dans une réunion d'équipe avec 6 personnes. J'étais en train de marcher, je me suis pris une réflexion. Et donc, je ne sais pas quelle était la réflexion exacte, mais il s'est pris un retour négatif. Il a dû se prendre un retour un peu taquin, du style « Ah bah toi, tu es en train de t'amuser » ou « Est-ce que tu es vraiment avec nous ?» un truc comme ça. Et ça l'a limité dans son élan. Donc, évidemment qu'il faut montrer l'exemple et évidemment que si on est décideur, si on est manager, on a encore plus de responsabilités sur ces sujets et que ça vaut vraiment le coup de mettre en place une dynamique de mouvement avec son équipe. Les séminaires en mouvement, les réunions en marchant, les adaptations de l'environnement de travail pour mettre au sein de l'environnement de travail ce qui permet de bouger. Moi, ce que je dis toujours, c'est la salle de kiné. Mais tout ce qu'il y a dans une salle de kiné, qu'est-ce que ça fout dans une salle de kiné ? Je ne comprends pas. C'est une société qui est malade, une société où les gens découvrent ces équipements chez le kiné. Il y a un truc qui ne va pas du tout. Les élastiques, ça n'a rien à faire chez le kiné, ça a à faire dans nos appartements et nos maisons. Comment tu les utilises, les élastiques, toi, dans tes routines au quotidien ? Alors moi, j'utilise énormément les élastiques parce que
Donc, je pratique les sangles aériennes qui sont un agrès de cirque très intense pour les épaules. Concrètement, donc, il y a des sangles qui sont attachées à un point, à une accroche à 5 ou 6 mètres de hauteur. Je vais enfiler mes mains dans les extrémités de ces sangles. Et donc, je vais être suspendu par les mains. Et ensuite, je vais faire des inversions. Je vais m'enrouler avec les bras. Je vais tourner autour de moi. Et je vais parfois me suspendre à un bras et donc avoir tout mon poids de corps qui repose sur l'épaule. Donc, cette épaule, elle doit être forte. Elle doit être très mobile dans plein de formes différentes. Je ne sais pas si je peux le montrer exactement à la caméra, mais il y a cette position-là, cette position-là, cette position-là, et la même chose dans mon dos, avec une position qui s'appelle le drapeau. Donc ici, les élastiques sont super intéressants parce qu'ils te permettent de travailler ta force d'épaule dans plein de rotations différentes. Et donc j'ai toute une série en fait, d'exercices que j'effectue avec des élastiques de résistance, donc de puissance différentes, et que je fais en fait dès que je passe dans mes escaliers, l'élastique est accroché, donc je fais quelques mouvements en permanence. Mais tapis de yoga, pareil, haltère, pareil, siège ballon, enfin tout ce qu'on trouve chez le kiné, on a intérêt à le mettre chez soi. Avoir un espalier chez soi, c'est génial. Moi, j'ai une barre de traction au-dessus de la porte de mon bureau. Enfin, avant, c'était un loft, donc c'était pas un bureau, mais soit. Et en fait, à chaque fois que je passais en dessous, même sans faire de traction, juste se suspendre, ça décoopte toute la colonne vertébrale, tous les disques intervertébraux. C'est hyper agréable. Et en plus, c'est l'un des meilleurs exercices pour la santé des épaules, justement. Oui. En tout cas, dans un contexte normal, hors acrobatie. Et le poignet. Et le poignet. Voilà, toute la force aussi de préhension, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de montrer comment, en fait, c'est le changement de l'environnement qui crée naturellement le comportement. Oui. Parce que, en fait, ça devient évident. C'est comme, tu vois, si tu veux faire du rocking, l'idée, c'est de porter un sac à dos lourd quand tu vas te promener, ou bien que tu veux rajouter un peu de difficulté quand tu montes et descends les escaliers. Moi, par exemple, j'habitais au 4e étage. Je m'étais amusé à mettre une kettlebell juste devant ma porte. Et en fait, je peux pas ne pas l'avoir. Tu vois, si elle est rangée dans un placard, en fait, t'y penses pas, et puis en fait, ça te met une excuse naturelle. Mais là, elle est devant la porte, tu peux pas ne pas l'avoir. Et donc, quand je descendais mes escaliers, je la prenais avec moi, je descendais mes 4 étages. Puis après, quand je revenais de ma promenade ou de ce que je suis venu faire, etc., je remontais avec. C'est des façons simples de rajouter un peu de mouvement, un peu de force. Tu vois, là, ça fait travailler toute ma préhension, mais aussi tout mon gainage, etc., dynamique dans les montées d'escalier, etc. J'ai pas l'impression de faire du sport, mais j'augmente quand même ma dépense calorique. Enfin, et voilà, il faut transformer un peu cet environnement. Et c'est pour ça que là, si je peux lancer un appel public, si vous connaissez des décorateurs, décoratrices d'intérieur, des architectes, envoyez-leur exactement ce passage du podcast. Je suis très touché que depuis la sortie du livre, ces professionnels-là font vraiment partie des principaux lecteurs et lectrices. Et on a reçu plein de témoignages très touchants. Le plus touchant, c'est une architecte qui nous a écrit en disant il y a 5 ans, je me suis rendu compte que j'ai tué des gens pendant 20 ans. J'étais dans une entreprise de construction dédiée spécifiquement aux personnes âgées. Et nos premiers réflexes, c'était de mettre du confort partout. On vendait des maisons à des personnes qui n'étaient pas encore en fauteuil roulant, mais des personnes qui commençaient à être assez âgées, avaient des petites difficultés de mobilité, une moindre capacité, par exemple, à monter les escaliers. Et donc, on leur mettait, dès la construction de la maison, un escalier avec une rampe qui monte automatiquement. Et elle nous écrit « Je me suis rendu compte, en reparlant à des clients quelques années après leur entrée dans la maison, qu'ils étaient devenus complètement sédentaires et surtout, ils avaient perdu en capacité physique. Ils avaient utilisé dès le début cette rampe pour monter automatiquement. Ils n'avaient plus monté un escalier par eux-mêmes depuis très longtemps et ils avaient dépéri. Et donc, cette architecte, justement, a réagi et depuis quelques années, elle se passionne pour le design d'appartements, de maisons fonctionnels qui sont faits pour le mouvement. Et ça, je trouve que c'est un sujet passionnant. On peut aller très très loin. Il y a les barres de traction que tu as mentionnées, il y a les anneaux, il y a les personnes qui installent des murs d'escalade pour leurs enfants sur un mur de leur chambre. L'échelle de singe dans le couloir, etc. Non, le tapis de yoga, les haltères. Voilà, effectivement, juste recréer le plus naturellement possible des occasions de se mouvoir.
Et tu vois, par rapport à ces personnes âgées qui en fait perdaient en autonomie, ça me fait penser au docteur Peter Attia, qui est un peu un expert de la longévité. Et en fait, lui, il fait un gros focus sur le muscle squelettique. Il dit que le muscle, c'est notre plus grande assurance vie. Bien sûr. Déjà parce que c'est un organe endocrinien, donc c'est-à-dire qu'il produit des molécules, des myokines, etc., qui ont des effets anti-inflammatoires, mais qui agissent aussi sur le métabolisme et notamment sur la captation du glucose et la sensibilité à l'insuline. Donc ça aide à prévenir des maladies comme le diabète, etc. Et par ailleurs, c'est ça qui préserve l'autonomie, qui réduit les risques de chute. Et si tu chutes, qui facilite le fait de se relever. Et quand bien même tu aurais une fracture ou un problème, ce qui peut arriver, ça réduit la durée de récupération. Or, on sait que, tu vois, par exemple, je crois que c'est la fracture de hanche, après 60 ans ou 70 ans, tu as 50% de chances de mourir dans les 6 mois, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, à cet âge-là, l'immobilisation liée est tellement importante que, couplée à la sarcopénie, la fonte musculaire créera un effet de non-retour qui sera impossible à récupérer. Le fait de diviser par 2 cette durée de récupération peut changer du tout au tout tes chances de survie. Donc, le fait de maintenir du muscle squelettique, pas un apport suffisant en protéines, je pense que les recommandations générales de protéines par kilo de poids de corps sont liées à un état minimal de santé, mais pas un état optimal de santé, surtout quand on vieillit. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas suffisamment de protéines, surtout les femmes et les personnes âgées. Je dis surtout les femmes et les personnes âgées parce qu'elles ont l'impression qu'elles en ont moins besoin, alors que c'est pas du tout le cas. Et pas assez de protéines de qualité. Et pas assez de protéines de qualité. Et d'autant plus que la synthèse protéique, il y a une résistance anabolique qui arrive en vieillissant, qui se couple à cette sarcopénie, qui fait qu'il faut plus de protéines au sein d'un même repas pour déclencher la synthèse protéique. Et donc, il faudrait manger à peu près 30-40 grammes de protéines au sein du même repas pour avoir cette synthèse. Et puis, de l'autre côté, des exercices de résistance. Alors, ils peuvent être volontaires, c'est-à-dire une séance, tu vois, avec des poids, des haltères, etc., ou involontaires, comme tous les exemples qu'on a cités précédemment. Et donc, potentiellement, la modification de l'environnement dans lequel on vit est une façon d'entretenir nos capacités physiques naturellement, quoi. Ce sont les fameux NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, donc toutes les formes d'activité physique qui ne sont pas du sport, bricolage, jardinage, faire le ménage, marcher, ranger chez soi, cuisiner. Toutes ces activités-là, elles sont absolument essentielles. Il ne faut surtout pas s'en éloigner, surtout quand on vieillit, pour les raisons que tu as mentionnées. Le muscle est aussi une très bonne manière d'éviter l'ostéoporose, de renforcer la solidité de ses os, parce que les muscles vont être autour, et donc l'image qu'on peut avoir, c'est que le muscle va gonfler, il va presser les os, et les os, soumis à ce stress hormétique, et vont se renforcer et se solidifier. Donc c'est essentiel à ce moment-là de vraiment comprendre jusqu'où ça peut aller quand ça déconne. Quand ça déconne, quand on est sédentaire pendant 40-50 ans, on est face à un tueur qui est silencieux. On ne s'en rend pas compte. C'est confortable d'être assis sur la chaise, on a l'impression qu'on se repose, etc. Mais on va accélérer ces risques très fortement de déclencher certaines maladies. Alors, il y en a certaines qui sont plus rapides que d'autres, la prise de poids, l'obésité, les troubles musculo-squelettiques. J'ai parlé du mal de dos, des lombalgies. Je n'ai pas mentionné le syndrome du canal carpien. Je n'ai pas mentionné ce que les kinés appellent les tendinites du pouce, tendinites des textos. Les kinés surnomment les tendinites du pouce tendinites des textos, parce que justement, on voit aujourd'hui des gens faire des tendinites du pouce qu'on ne voyait jamais avant à cause du temps passé à faire des SMS. Et puis, on a les maladies cardiovasculaires, parce que le cœur, tu l'as mentionné, c'est aussi un muscle cardiaque. Ce muscle cardiaque, s'il est tout le temps au repos, que je ne le fais jamais travailler, il diminue. Donc, il a besoin de pomper beaucoup plus pour envoyer le même niveau de circulation sanguine. À l'inverse, un muscle cardiaque qui est très bien entraîné, sur une pompe, il envoie autant de sang qu'un sédentaire sur 10 pompes. C'est pour ça que les marathoniens ont un rythme cardiaque qui est très lent au repos, parce qu'ils ont un muscle cardiaque qui est super entraîné. Et puis, il y a les 4 millions de personnes, 4 millions de Français et Françaises qui ont un diabète de type 2. Et ce diabète de type 2, on a complètement diabolisé le sucre aujourd'hui. On a un hyper-focus sur ce sujet dans l'assiette, avec encore une fois les dérives de ce que tu appelles, je crois, avec Anthony Berthoud, le cracking alimentaire, cette vision très
divisé, sectionné de l'alimentation. Mais en fait, on ne comprend pas que, encore une fois, tout est un ensemble. Le sucre, si je fais de l'activité physique, si je fais de l'alpinisme et que je suis à 3000 mètres, j'ai vraiment intérêt à en avoir. Si demain, vous êtes en train de vous faire le Mont Blanc, je vous souhaite d'avoir du sucre sur vous. Vraiment, il va vous sauver la vie. Donc le sucre, c'est un problème dans le sang quand il n'est pas consommé. Et donc les sédentaires aujourd'hui déclenchent un diabète de type 2, non pas à cause de ce qu'il y a dans l'assiette, mais à cause de leur manque d'activité physique à côté, qui font que le sucre n'est jamais consommé et on se retrouve avec cette hyperglycémie et avec cette dérégulation de l'insuline. Jean-Baptiste Bourgeois, un médecin que tu connais très bien, que j'ai interviewé dans ce livre, me disait que 80% du diabète de type 2 aujourd'hui pourrait être sauvé par l'activité physique. Donc c'est vraiment essentiel de sonner l'alarme ici, parce qu'un diabétique de type 2, pareil, pendant des années, peut avoir son diabète sans souffrir au quotidien, et puis un jour, il fait un coma diabétique. Ce coma diabétique l'emmène à l'hôpital. À l'hôpital, il va rester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il va perdre encore plus de muscles. Quand il sera sorti de l'hôpital, il aura encore moins d'énergie pour être en mouvement, marcher, porter des charges. Je ne parle même pas de courir ou d'aller faire des ultra-trails. Et donc, on va avoir un effet boule de neige avec quelqu'un qui va être encore plus chez lui, encore plus en difficulté, encore plus de temps passé au lit ou sur un canapé. Et j'en parle parce que c'est la situation de mon père, qui a exercé un métier sédentaire toute sa vie, psychiatre et psychanalyste, et qui a fait ce coma diabétique cet été. Et en ce moment, on est en train d'essayer de l'aider à changer son environnement, mais on part de très 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 loin. Et d'ailleurs, on y viendra peut-être. L'ironie de l'histoire, c'est que mon père a donc été un spécialiste de santé mentale, et aujourd'hui, toute la recherche sur la santé mentale parle de la sédentarité et explique que la meilleure chose à faire pour quelqu'un qui souffre d'anxiété, de dépression, c'est d'aller marcher. C'est pas de prendre des antidépresseurs. On mentionne notamment le médecin psychiatre Éric Griez, qui a écrit le livre La marche-thérapie, qui explique très bien ce phénomène. Surtout que la sédentarité, elle est associée à plus de temps passé sur les écrans et sur les réseaux sociaux, qui sont des machines à anxiété. Et ce qui est absolument dramatique dans ce que tu décris, c'est qu'il y a vraiment cet effet boule de neige. Et en fait, pendant 10 ans peut-être, tu es en train de développer un terrain métabolique dramatique, mais sans t'en rendre compte. Donc tu dis, c'est OK, tout va bien, je fais des analyses de sang, pas de problème. D'autant plus que quand tu fais des analyses de sang, ils regardent notamment par exemple l'HbA1c. Et le taux optimal, c'est 5,x, et le x, c'est l'année de ta décennie. Donc moi, par exemple, j'ai 34 ans, donc moi, il faudrait que je sois en dessous de 5,3. Mais là où c'est considéré comme du prédiabète selon les normes de labo, je crois que c'est 6,5, un truc comme ça. Mais si j'étais déjà, ou 6, enfin je sais plus exactement, mais si j'étais déjà à ces taux-là à mon âge, mais c'est une certitude que dans 10 ans, je suis diabétique. C'est une certitude, tu vois. Oui. Et donc c'est là où on montre que, ça montre bien que les marqueurs labo, en réalité, cherche à détecter des pathologies, mais pas à te dire si tu es en bonne santé ou non. Et donc, bref, je ferme la parenthèse, mais donc tu peux être full sédentaire, te dire, OK, tout va bien. Et quand les problèmes commencent à arriver, là, tu as un effet d'emballement. Et à ce moment-là, c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard, ou c'est très dur de revenir en arrière, comme tu le mentionnais avec ton père. Et tu parlais de l'impact sur la partie diabète, où JB disait que 80% des diabètes pourraient être évités si les gens étaient moins sédentaires. Mais là, j'ai enregistré un épisode avec un cardiologue qui est absolument extraordinaire, qui, pendant 10 ans de sa carrière, a vu ses patients mourir en leur prescrivant des statines. Et maintenant, dans sa prescription, il n'y a plus de statines. Il y a 50% qui est lié à la nutrition, donc moins de glucides raffinés, plus de protéines de qualité et de graisses de qualité. Et 50%, c'est de la marche. C'est même pas du sport. Il leur dit même pas d'aller faire du sport. Juste de marcher matin et soir. Et grâce à ça, par contre, ces patients guérissent. Mais j'ai écouté ton épisode, il est excellent. Jean-Baptiste Bourgeois a une très bonne analyse là, sur ce sujet. Parce que je lui ai posé la question, mais pourquoi les médecins ne sont-ils pas tous vent debout contre la sédentarité ? Alors Jean-Baptiste déjà m'a informé que durant ses études de médecine, le mot n'a jamais été mentionné. 10 ans de médecine. Déjà, on commence mal.
Ensuite, deuxième explication, une grande partie des médecins sont eux-mêmes sédentaires. Tu es médecin généraliste, toute la journée assis dans ton cabinet, tu es complètement sédentaire. Tu souffres du problème. Troisième explication, le prisme vers la technique. Toute la formation des médecins et plus largement toute une grande partie de la société est obsédée par les techniques, la vision d'évolution technologique, la vision algorithmique. Et donc, c'est effectivement assez fantastique, merveilleux d'imaginer ces machines qui sont capables d'intervenir à un niveau super précis sur le cœur, sur l'organe X, Y, Z. La marche, c'est extrêmement simple comme solution. C'est pas forcément sexy, enthousiasmant. Ça existe depuis la nuit des temps. Mais il n'y a pas de doute possible. Il est 1000 fois, 10 000 fois plus efficace de passer une vie à marcher et à remettre du mouvement dans tous les espaces possibles que de ne rien faire, d'attendre de faire un arrêt cardiaque et de là compter sur les progrès de la science pour être sauvé. C'est du non-sens, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment militer pour un retour aux fondamentaux. Et pour prendre un comparable dans un univers qu'on connaît bien, toi et moi, qui est l'entrepreneuriat, on a un peu la même chose. On a un prisme vers les startups, vers la blockchain, vers les innovations technologiques. Et c'est assez, je trouve, perturbant de voir tout l'argent qui est injecté dans cette direction. Et une des raisons pour lesquelles moi j'ai adoré ton projet avec Pharos, bah, tu fais de l'huile d'olive. Voilà. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier. Tu fais des steaks hachés, tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier. Mais tu fais des épices. Ça existe depuis la nuit des temps, la collecte d'épices. Mais simplement, bah, on en a besoin. On en a besoin de la manière dont tu le fais toi. On a besoin que ça soit bien fait, avec du bon sens, avec l'utilisation des abats pour avoir la richesse micronutritionnelle. Donc c'est aussi quelque chose qui me semble vraiment essentiel de collectivement revenir à des fondamentaux au lieu de continuer dans cette course vers l'avant qui nous perd à plein d'égards. Ouais, d'ailleurs, tu vois, parce que moi aussi, tu vois, j'ai été un peu dans ce monde des startups, etc. Et je trouve que la technologie est hyper enthousiasmante. Je trouve ça magnifique et prodigieux ce que l'humanité a été capable de créer, tu vois. Ça m'inspire. Et d'un autre côté, quand je fais la tournée de nos élevages et puis que je vais rencontrer des éleveurs, c'est des gens qui sont hyper connectés à une espèce de réalité organique qui est juste le temps du vivant. Et le temps du vivant, déjà, c'est un temps qui est beaucoup plus lent, mais qui est rempli de sagesse et de poésie. Et donc, ils ont une forme de, je sais pas, de simplicité, d'authenticité, mais c'est pas de la simplicité naïve, et en même temps, elle l'est, mais dans la beauté de l'enfance un petit peu, tu vois, de s'émerveiller juste du fait d'être dehors, de sentir l'air, de voir la nature autour de soi, et de revenir à des choses essentielles, tu vois, des valeurs humaines, des discussions réelles, enfin voilà, tu vois, des choses simples, mais en fait, bah moi, quand j'y vais, ça me ressource, et je me dis, et ça m'inspire, tu vois, ça m'inspire, alors qu'il n'y a rien de complexe, il n'y a pas de recherche extrêmement précise ou puissante, et pour autant, ouais, je trouve ça, et tu vois, ça m'évoque un peu ce côté par rapport à la marche. Je m'aperçois que, d'ailleurs, c'est un peu pareil dans le sport. Tu t'aperçois que la première fois que tu fais 1 kilomètre, c'est difficile. Et puis, si tu le répètes tous les jours, bah, au bout d'un moment, ça va devenir facile. Et puis, tu en feras 10 là où tu en faisais qu'un avant. Et donc, plus tu en fais, plus tu es capable d'en faire. J'ai l'impression que moi, plus je suis en forme, plus je me sens en forme, et plus j'ai d'énergie, et plus j'arrive à consacrer du temps à des projets qui me passionnent, à passer du temps de qualité avec ceux que j'aime, etc. Et un peu comme si j'avais développé mon pool mitochondrial. Donc, les mitochondries, c'est les petites centrales électriques de notre corps. Et donc j'avais plus d'électricité à disposition pour faire plus de choses. Et à l'inverse, tu as un cercle vicieux dans l'autre sens où moins t'en fais, et bien moins tu es capable d'en faire. D'ailleurs, Guillaume Millet, qui s'est un peu spécialisé dans les recherches autour de l'ultra trail, mais aussi de qu'est-ce qui fait que tu arrêtes un effort, et de façon plus générale, qu'est-ce qui est les facteurs déterminants de la fatigue, notamment de la fatigue chronique, et pas seulement dans le sport, mais de façon générale. Et sa conclusion, c'était de dire que moins t'en fais,
moins tu es capable d'en faire. Et donc si tu es fatigué, en fait, le meilleur remède, c'est de sortir, de courir, d'aller marcher, de bouger, de te mettre en mouvement et pas de te reposer plus. Parce que si tu te reposes plus, tu entretiens ce cercle vicieux. Et donc, ma conclusion, et tu vas te demander où je veux en venir, mais c'est qu'avec la marche, comme tu dis, tu vois, c'est un truc qui est tellement simple, tellement élémentaire que c'est pas glamour, c'est pas sexy, c'est pas instagrammable. Et pour autant, petit à petit, moi, je me prends d'une certaine passion pour la marche. Et j'adore ça, quoi. Et plus je marche, plus j'adore marcher. Et de tous les sports que je fais, de toutes les choses que je fais, s'il y avait qu'une seule chose que je pouvais garder, ça serait celle-là, quoi. C'est tellement facile, tu peux le faire tellement partout et ça fait tellement de bien. Mais le problème, c'est que pour le découvrir, il faut l'expérimenter. Mais 100% d'accord avec toi, c'est accessible à tous et à tous, ça peut se faire à n'importe quel âge, ça peut se faire partout, c'est gratuit. La marche, c'est juste fantastique. Juste pour rebondir avant sur ce que tu mentionnais, Guillaume Millet est quelqu'un de vraiment exceptionnel, chercheur en physiologie à l'université de Saint-Étienne, auteur d'un livre intitulé « Défatiguez-vous ». On mentionne ses travaux dans la chaise tue et il explique effectivement très bien comment l'activité physique est un remède miracle à la fatigue. Et il explique aussi assez bien comment les sujets de fatigue et de burn-out ont été assez compartimentés dans la littérature scientifique, alors qu'en fait, on se rend compte qu'on parle un peu de la même chose quand on parle de fatigue, d'être fatigué et d'être en burn-out. Un peu le même sujet au fond. Le burn-out, c'est épuisement professionnel. Au fond, c'est un énorme coup de fatigue. Et donc, si l'activité physique est le remède à la fatigue, ça l'est sûrement aussi pour beaucoup de burn-out. En tout cas, moi, je suis aujourd'hui complètement certain que mes 2 burn-out étaient dus à ma vie de sédentaire que j'avais à l'époque où je passais 9 heures, 10 heures par jour à travailler bêtement sur mon écran. Maintenant, effectivement, après avoir peut-être commencé à marcher pour protéger sa santé, pour renforcer son cœur, éviter les maladies cardiovasculaires, prévenir un diabète de type 2 ou le réguler s'il est déjà là. Peut-être que la motivation de la personne qui est en train de nous écouter, c'est aussi la santé cognitive. On sait aujourd'hui que la meilleure manière de prévenir Alzheimer, c'est aussi l'activité physique. C'est ce que me disait le docteur Olivier de la Doucette, qui est le président de la Fondation de recherche contre Alzheimer. Et si possible, l'activité physique avec le plus d'improvisation possible. On se rend compte que aller marcher dans la nature, sans carte, sans GPS, en se repérant par rapport à un tracé, par rapport à des panneaux, c'est beaucoup plus efficace pour faire travailler son cerveau et protéger sa santé cognitive que d'aller à la salle de sport et de répéter pendant 40 ans les 3 mêmes exercices qu'on a vus sur Instagram. Mais en tout cas, après avoir peut-être repris la marche dans un souci de santé, on va s'ouvrir à d'autres choses. On va s'ouvrir à la créativité, on en a parlé au début de notre conversation, à des nouvelles idées. Et puis on va s'ouvrir aussi à une forme de contemplation. On va s'ouvrir à une forme de lenteur. On va s'ouvrir à une forme de plaisir. On va s'ouvrir à un autre rapport au monde et au temps qui a toujours été là en nous, qui est une forme de sagesse ancestrale et dont on peut pas se passer ensuite. Moi, c'est devenu un besoin quotidien de marcher et un besoin mensuel de me planifier une randonnée, d'avoir au moins chaque mois, si possible, une belle randonnée de 1, 2, 3, 4, 5 jours en pleine nature, dans les montagnes, dans les forêts. On a un pays merveilleux en France pour ça, absolument merveilleux. Alors une bonne solution, sinon, c'est d'adopter un chien. Oui. Parce que moi, grâce à mon chien, je me promène naturellement tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe le temps, la météo. Et alors c'est amusant parce que au début je l'avais en appartement et donc j'étais obligé de sortir tous les jours. Puis à un moment dans l'histoire de ma vie, j'ai eu une grande villa avec 5 hectares de terrain et j'ai arrêté de le promener. Et donc je suis devenu beaucoup plus sédentaire et je me suis aperçu que ça me manquait. Puis après, voilà, une autre étape de ma vie, j'ai redéménagé en appartement et donc j'ai recommencé à le promener et je me suis à nouveau aperçu du bien que ça me faisait.
Et maintenant, les rares fois, enfin les fois où je suis pas avec lui, par exemple là je suis à Paris ou autre, ben je maintiens quand même mes 2 promenades journalières, tu vois, celle du matin et celle du soir. Maintenant avec ou sans chien, c'est tellement ancré dans mes habitudes. Mais c'est marrant, tu vois, il a vraiment fallu que j'expérimente par la contrainte ou la non-contrainte ces 2 étapes pour me convaincre de l'importance qu'ils avaient pour moi. Et tu parlais de s'ouvrir à de nouvelles choses, ça me fait penser à une nouvelle peut-être façon d'utiliser cet outil qui est la marche et qui se développe aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley. Il y a plein d'entrepreneurs, etc., qui pratiquent des marches magiques. Donc l'idée, c'est de marcher en montagne en ayant pris du LSD au préalable, ou peut-être d'autres psychédéliques. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels tu t'es intéressé, que tu as exploré? Complètement. Alors, pour peut-être faire les choses dans l'ordre. Premièrement, aujourd'hui, on sait que la marche est une thérapie. La marche tout court, sans psychédélique. Là-dessus, je l'ai mentionné, il y a les travaux du médecin psychiatre Éric Griez, il y a ce documentaire Netflix incroyable intitulé Stutz, où l'acteur comédien Jonah Hill fait découvrir son psy qui s'appelle Phil Stutz, S-T-U-T-Z. Et ce médecin, qui est un mec assez passionnant à plein d'égards, qui souffre lui-même de la maladie de Parkinson, raconte comment sa première prescription face à un nouveau patient, c'est va marcher, marche tous les jours jusqu'à notre prochain rendez-vous, et tu verras, il y a une fois sur deux, tu n'auras plus besoin du deuxième rendez-vous, parce que tout se sera débloqué naturellement. Et alors après, effectivement, on peut se poser la question des contextes, des protocoles qu'on peut utiliser lors d'une marche. Moi, cela fait maintenant 3 ans qu'à quelques reprises chaque année, je pratique ces marches magiques, donc ces marches où le LSD fait partie de l'aventure, fait partie de l'expérience. Alors, c'est un psychédélique qui est intéressant pour marcher parce qu'il ne limite pas du tout la possibilité d'activité physique, à la différence d'autres, comme par exemple la psilocybine, où ça va être quand même physiquement plus délicat de marcher pendant 8-9 heures. Moi, pour que les choses soient bien claires, avec du LSD, je peux tout à fait faire 20 km de randonnée, 1200 mètres de D+, et 900 de D- sur la même journée. C'est pas un souci. Alors évidemment, ça demande d'avoir une certaine éducation à comment on utilise ce genre de substance. Évidemment que ça ne se mélange pas avec de l'alcool. Évidemment que ça ne se mélange pas avec d'autres choses le jour J. Évidemment que les jours, d'ailleurs, moi je ne bois pas d'alcool tout court, mais évidemment que les jours précédant ce type de marche, je vous déconseille de prendre de l'alcool, d'avoir une alimentation qui est trop pauvre en protéines, qui est pleine d'aliments transformés. Enfin, encore une fois, tout est un tout. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que j'avais été inspiré par les retours d'expérience de certains coachs américains qui faisaient travailler leurs clients avec ce genre de protocole. Viens, on va marcher pendant 3 jours ensemble. La première journée, c'est une marche normale. La deuxième journée, c'est une marche avec cet état de conscience modifié. Et la troisième journée, c'est une marche normale à nouveau. L'idée est de prendre des petites doses et simplement de voir à quel point ça permet d'ouvrir son esprit à de nouvelles idées, à de nouvelles émotions, à une autre forme de contemplation. Moi, j'apprécie de pratiquer cette forme de marche-là avec des amis que je connais depuis très longtemps. Et je sais que ça nous permet aussi d'accéder à des conversations assez mémorables à chaque fois. C'est essentiel, je pense, aussi de rappeler à quel point on a des fausses croyances sur la toxicité de certaines substances. Moi, je renvoie toujours vers ce très beau tableau fait par l'Organisation mondiale de la santé qui classe les substances sous 2 critères, danger pour soi et danger pour les autres autour de soi. Alcool, tabac sont au milieu du tableau. Tout en haut, on va avoir crack, héroïne, cocaïne. Tout en bas, on a psilocybine et LSD.
Donc on a quand même quelque chose là qui est assez surprenant. On a du mal, une fois qu'on a vu ce tableau, à comprendre pourquoi certaines choses sont légales et pourquoi d'autres sont illégales. Et évidemment que que je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour la légalisation bête et méchante de certaines substances. Je pense qu'il y a un sujet vraiment d'éducation, de pédagogie, de sensibilisation qui doit être fait, mais qui mérite investigation vraiment, surtout quand on voit aujourd'hui à quel point les psychédéliques dont on parle ici sont utilisés dans d'autres pays que la France, la Suisse, le Canada, l'Australie, le Portugal, comme outils pour libérer de certaines addictions, notamment l'addiction à l'alcool, pour guérir de certaines dépressions, pour aider par exemple des soldats qui reviennent de conflits avec des PTSD, etc. etc. Ouais, bah, sur la psilocybine, moi je lis de plus en plus d'études où même une seule prise suffit à modifier un petit peu les connexions dans le cerveau et donc de faciliter, tu parlais de stress post-traumatique, etc. Mais même pour la dépression, avec beaucoup d'avantages et des résultats absolument incroyables. Il y a beaucoup de psychologues, de psychiatres, de neurologues, etc. qui en parlent. C'est utilisé dans beaucoup de pays, dans plein de protocoles. Et moi, de mon expérience personnelle, j'ai pu essayer la psilocybine, l'ayahuasca. Et puis j'ai expérimenté la marche magique suite à la découverte de cet outil, notamment par ce que tu m'as raconté. Je l'ai fait avec mon frère et on a 7 ans de différence. On a vécu des choses parfois difficiles dans notre enfance. Moi, j'ai eu un fond pendant toute une partie de ma vie assez dépressif, avec une hygiène de vie qui était déplorable et complètement différente de celle que j'ai aujourd'hui. Maintenant, j'ai la chance de me sentir extrêmement heureux. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de bienveillance, de gratitude, pour la vie que je mène aujourd'hui, parce que je sais qu'il se serait fallu de peu pour que j'en ai une complètement différente. Et je sais la chance que j'ai de vivre cette vie. Et pour mon frère, c'est encore, il est plus jeune et donc il est en train de se sortir justement de ces états dépressifs et de retrouver goût à la vie, rencontrer des gens, s'ouvrir au monde. Et je suis super heureux pour lui. Et ces outils l'ont beaucoup aidé, et notamment cette marche qu'on a fait tous les deux. C'était vachement intéressant parce que la montée de la montagne était similaire et faisait écho avec la montée de la substance. Et pendant la montée, on était, tu vois, un peu dans la forêt, donc ça manquait de lumière, c'était fatigant physiquement parce qu'il y avait pas mal de dénivelé. Donc il y avait un côté dur, difficile physiquement, difficile parce que tu avais la montée de la substance, et puis ce côté un peu sombre. Et ça allait avec nos discussions. On a parlé de certains traumatismes d'enfance qu'on a chacun eu et partagé. Et puis après, on est arrivé en haut de la montagne, et là, c'était des grandes plaines. Et donc là, c'était le soleil, la lumière, la grandeur du paysage, la contemplation. Ces substances, c'est quand même des choses qui te connectent très profondément à tes sens, et donc à ton environnement. Et donc, tu as une espèce d'appréciation de tout ce qui se passe, de la beauté du paysage, mais aussi de l'air, de la texture du vent, de l'oxygène que tu respires, des parfums des pins, etc. Et donc... Et ça correspondait à une étape différente aussi dans notre discussion. Ça a modifié et modulé notre conversation pour des choses qui étaient moins liées vers les traumatismes, mais plus vers la suite et la façon de les transcender. Et puis après, la descente, qui était beaucoup plus facile physiquement, qui était ensoleillée parce que c'était l'après-midi, c'était presque la renaissance, tu vois. Et donc au final, le chemin de discussion et le chemin physique, géographique se sont cumulés et ont été portés par cette substance qui, malgré tout, modifie ton ouverture, ta perception du réel. On parle d'état de conscience modifié. Moi, j'ai l'impression que, si tu veux, dans ton quotidien, il y a toujours une espèce peut-être de compétition entre un état plus basal et plus émotionnel, et puis un état plus pragmatique et rationnel, tu vois. Et donc, tu as toujours le mental qui contrôle quand même beaucoup les choses. Et j'ai la sensation que ce soit par la psilocybine, le LSD, ou même sans utiliser de médecine, par exemple avec des breathwork, donc des respirations assez intenses, tu peux diminuer le seuil laminaire de ton mental et être dans un état beaucoup plus de conscience, de ressenti, d'émotion, et ta perception des choses s'en trouve modifiée.
Et ça t'amène à des prises de conscience, à des compréhensions qui sont différentes et qui sont intéressantes et qui perdurent après. C'est ça qui est intéressant, tu vois. C'est pas juste pendant le truc, c'est qu'après, c'est comme un travail introspectif ou psychologique ou une thérapie quelque part. Et puis t'arrives au bout et après, ces bénéfices-là sont durables. Et tu vois, par exemple, moi, par rapport à des traumas que j'ai pu avoir dans mon enfance, j'avais tendance à me dire, c'est OK. Enfin, tu vois, c'est OK, je suis OK avec ça, je peux en parler facilement, voilà. Mais j'en parlais tout le temps avec ma posture d'adulte qui les post-rationalise avec toute la force qu'il a aujourd'hui. Mais la façon dont moi je les ai ressentis enfant, ce que j'ai pu avoir comme sentiment et ressentir à ce moment-là était complètement différente, tu vois. Et comprendre et accepter ces émotions passées, ça m'a beaucoup aidé justement, tu vois, dans la construction d'un être bien équilibré. Après, je fais quand même une parenthèse parce que je trouve qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec la hype du développement personnel, on veut toujours aller chercher ses traumas, transcender ses traumas et être tourné vers le passé. Et moi, ça a tendance à m'énerver. Il faut quand même préciser que moi, au quotidien, je suis pas du tout en train de me dire j'ai des traumas, il faut que j'aille les régler, etc. Je suis toujours tourné plutôt sur le présent et sur l'avenir et pas du tout sur le passé. Mais force est de constater qu'à certains moments et de façon épisodique, ces petites incursions-là m'ont fait beaucoup de bien. Mais tu touches un point assez essentiel que m'a partagé un psychologue que j'ai interviewé pour La Chaise Tue. Intérieur versus extérieur. La sédentarité, c'est un isolement, un immobilisme, à la fois physique, mais aussi mental. Je m'enferme avec mes pensées, avec ma recherche sur moi-même, avec mon introspection. Et la porte vers la dépression, elle est à moitié ouverte à ce moment-là. Tous l'essor actuel des thérapies en marchant, l'essor des pratiques où on me fait parler de moi-même, mais en me faisant marcher, en me faisant avancer, et donc en me faisant contempler des paysages, et donc en me faisant contempler un rocher que je dois éviter, repose aussi sur l'idée qu'on ne veut pas enfermer la personne dans elle-même. On ne veut pas l'enfermer dans une recherche infinie de ses traumas. On veut aussi lui montrer que y a autre chose. Il y a un monde qui est là et qui demande à être exploré, habité, soigné, protégé. En tout cas, il est là. Et on est dedans, qu'on le veuille ou non. Et ça, je trouve que c'est un message vraiment d'espoir ultra fort pour le futur des thérapies. Alors, encore une fois, un pays qui peut nous inspirer, c'est le Japon. Japon, où il y a cette pratique du bain de forêt, le Shinrin-yoku, qui consiste à aller faire à la fois des câlins aux arbres, mais surtout à marcher en forêt dans des chemins de randonnée qui sont qualifiés de sentiers thérapeutiques. Il y en a 300 au Japon. On peut passer une certification de guide accompagnateur. On peut se faire rembourser par sa mutuelle un séjour dans une de ces forêts. Dans un de ces 300 chemins, on se fait rembourser par la mutuelle si on est dépressif, si on a besoin d'aide. Eh bien, on peut aller marcher avec quelqu'un. Ça fait rêver. Enfin, je trouve ça vraiment fantastique d'imaginer cette alternative à un séjour en hôpital psychiatrique. Oui, c'est sûr que quand tu mets les deux en perspective... Mais ça n'existe pas en France. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, à ma connaissance, dans d'autres pays que le Japon. Donc, on doit... vraiment, vraiment militer tous à notre niveau autant qu'on peut pour une plus grande diffusion de la marche et de ses bienfaits. Et pour ça, il faut qu'elle devienne un réflexe naturel et culturel. Et donc, probablement, le plus grand pouvoir qu'on a là-dessus, c'est les enfants, parce que c'est les prochaines générations. Et pour autant, le tableau que tu dépeins dans le livre est assez peu rassurant. On a un vrai problème sociétal avec les enfants. C'est effrayant, toutes les études qui tombent sur l'augmentation de la dépression, de l'anxiété chez les enfants, le phénomène des enfants d'intérieur dont je parlais. Il est essentiel pour un enfant de bouger, d'être en mouvement, de jouer. On a d'ailleurs de nouvelles études qui sortent sur la psychologie des tueurs en série où on commence à bien comprendre que
Ce qui peut faire transformer quelqu'un en tueur en série ou en quelqu'un qui manque d'empathie, c'est l'absence de jeu enfant, l'absence de lien avec les autres. Et ce jeu, il existe dans la vraie vie, il existe dans l'extérieur, il existe dans les cache-cache, il existe dans les courses l'un contre l'autre. Ce qui est assez frappant d'ailleurs quand tu écoutes les enfants avec qui mon co-auteur Victor a échangé via cette association qui s'appelle Lève les yeux, qui fait de l'addiction, qui fait de la prévention à l'addiction aux écrans dans les collèges et les lycées. Ces enfants disent à Victor: je sais que c'est pas bon pour moi, mais j'arrive pas à m'en empêcher. Je sais que je devrais pas passer autant de temps sur TikTok, mais je n'arrive pas à m'en empêcher. Mais ça, c'est la même phrase que quelqu'un qui est alcoolique et qui va te dire ça sur sa bouteille de vin. Il va te dire: je sais très bien que c'est pas bon pour moi, mais j'arrive pas à m'en empêcher non plus. Donc là, c'est le signe qu'il faut réagir à la fois à tous les niveaux, au niveau de toi, ta manière d'être parent, au niveau de ta relation avec les autres parents et les activités entre familles, au niveau du fonctionnement des écoles, primaires, collèges, lycées, au niveau du gouvernement. Je mentionnais, je crois tout à l'heure, l'exemple de la Slovénie qui teste le VO2 max. Ça, c'est un exemple que m'a partagé le cardiologue François Carré, qui a été un des premiers médecins en France à alerter sur la sédentarité. La Slovénie s'est rendu compte qu'après l'introduction d'Instagram en Slovénie, la VO2 max des élèves chutait. Ils étaient moins en train de marcher, moins en train de courir. Ils passaient trop de temps sur ce réseau social, donc ils ont adapté, ils ont changé les programmes pour mettre plus d'activité physique. Moi, ce qui me choque, c'est de ne plus jamais voir d'enfants à Paris jouer. Moi, j'ai grandi à Paris. Je suis vraiment le Parisien de naissance. Je suis né au cœur de Paris. J'ai grandi au cœur de Paris. Mais je jouais au foot tous les jours dans la rue, du CP jusqu'à la terminale. Pendant un nombre incalculable d'heures, on tapait un ballon dans différentes places du centre de Paris. Je mets au défi quiconque de me citer en commentaire de la vidéo un endroit dans Paris où il a vu des enfants jouer. Et je ne parle pas des cours de récréation, je ne parle pas des lieux dédiés pour ça, je parle de la rue. Non, aujourd'hui, l'espace des villes, il est pensé pour les voitures et il est pensé pour les activités marchandes. Et il faut le dire et il faut réagir à ça. Et tu vois, ça, je pense qu'il y a un double problème là-dedans. Déjà, il y a le fait que les enfants consomment trop d'écran et que ça les détourne d'activités véritables. C'est un petit peu ce que je mentionnais plus tôt pour les adultes, où je disais qu'en réalité, il y a une compétition entre le fait de vivre des vraies émotions et puis des plaisirs jetables. Ça peut parler pour les enfants. D'ailleurs, si on cite et mentionne autant les risques liés aux écrans très jeunes, tu vois, avant 3 ans notamment, c'est pas tant l'écran qui va tuer ton enfant ou déglinguer son cerveau, c'est que le temps qu'il a passé devant l'écran, c'est du temps qu'il a pas passé à s'ennuyer, à explorer le monde, à développer sa créativité, à dessiner, etc. Et tout ça sont des choses hyper importantes dans la structuration de son cerveau. Donc il y a ça, mais bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de prévention qui est fait sur le sujet. T'en as dès le début avec les pédiatres, t'en as après à l'école avec les maîtresses, etc. Donc moi, j'y suis très attentif parce que c'est un sujet qui me passionne. Mais je pense que même des parents qui sont moins intéressés par tous ces sujets, ils sont quand même assez bien éduqués sur l'importance de ne pas laisser leurs enfants trop devant l'écran. Mais ça, c'est qu'une partie du problème. L'autre partie du problème, à mon avis, est liée au fait qu'on a tellement accès à de l'information aujourd'hui, et notamment des informations qui jouent avec le biais de négativité et donc qui te montrent toutes les horreurs qu'il y a partout, qu'on a une image du monde comme un endroit dangereux et que laisser nos enfants sortir dehors pour aller jouer, on se dit que potentiellement, comme un peu l'histoire du policier, de celle qui avait appelé les policiers parce que machin, et tu vois, et moi j'ai déjà eu cette discussion avec ma femme et pourtant j'adore, je pense qu'on se complète assez bien. Moi je suis peut-être un petit peu trop aventureux et je laisse faire peut-être un peu trop de choses et elle peut-être un petit peu trop protectionniste et je pense qu'à nous deux on arrive à trouver un juste équilibre. Mais pour autant, tu vois, si je lui dis que ma fille de 5 ans, par exemple, va aller jouer toute seule dehors ou aller à pied chez une copine, la laissera jamais faire, tu vois. Alors que moi, si je me souviens, quand j'ai vécu de mes 3 ans et demi, 4 ans jusqu'à mes 6 ans à Thonon quand j'étais enfant, je partais avec mon vélo,
J'allais voir une copine qui s'appelait Julie. On allait faire les 400 coups. Bon, on a fait plein de conneries aussi. On a fait brûler une maison sans le faire exprès. On est tombé à l'eau. On a failli se noyer. Mais il y a quand même un voisin gentil qui a sauté pour nous sauver. On a récupéré une poule d'eau qui était morte, mais on n'avait encore jamais été confronté à la mort. Alors on l'a prise, on l'a mise sur le pont du voilier de son père en se disant peut-être qu'elle avait pris trop d'eau, elle a besoin de sécher, tu vois. Sauf qu'au bout de 2-3 jours, il y avait des vers dedans, on s'est fait défoncer. Mais tu vois, c'est toutes ces erreurs entre guillemets qui ont participé à notre construction à plein de niveaux, tu vois. Et moi, si je regarde mes souvenirs d'enfance, cette période-là, c'est mes plus beaux souvenirs d'enfance, quoi. Ben ça, quelque part, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est impossible. C'est le phénomène que je mentionnais des enfants d'intérieur. Et Boris Cheval et Mathieu Boisgontier, ces deux chercheurs que je mentionnais tout à l'heure pour leur livre Le syndrome du paresseux, donnent un exemple que je trouve passionnant. Tu es parent, tu réveilles tes enfants pour aller à l'école, ils n'ont pas du tout envie, ils sont là, non, je veux rester dans mon lit, j'ai mon doudou, je suis trop bien, etc. Tu te bats, tu les fais marcher jusqu'à l'école durant peut-être tout le trajet, ils te saoulent, ils n'ont pas envie. Dès qu'ils retrouvent leurs amis, tu les vois qui courent partout dans la cour, ils sont plus du tout fatigués, ils sont au paradis. Et donc ils en tirent comme leçon la puissance du jeu, la puissance du groupe. Et ça, c'est un thème qui, moi, me parle énormément. J'ai vraiment essayé de lui donner une place majeure dans la Chestu, à la fois pour le cas des enfants, mais aussi pour le cas des adultes. On est des animaux sociaux. On a besoin du groupe. Donc, dès que possible, essayer de créer des mécanismes de jeu avec des proches pour mettre du mouvement. Tu me permets de donner peut-être l'exemple de ton premier board avec Féroce. Donc tu réunis tes associés fondateurs et tu nous dis bon bah là le programme c'est 30 tractions, je sais pas combien de squats, je sais plus quel autre exercice on avait fait, et on va faire ça pendant 1h30. En fait tu crées du jeu, tu crées de la dehors alors qu'il faisait froid et pieds nus. Il faisait froid, ouais, il faisait bien froid. Tu crées de la motivation, tu crées du jeu, tu crées un plaisir qui nous emmène, qui nous donne un élan. Et on y va, on le fait ensemble. C'est pour ça que vraiment cet écosystème familial, il est génial. Créer une famille autour de la notion de mouvement, c'est un plaisir exceptionnel. J'arrive un petit peu au bout de mes questions. Je pense que pour aller plus loin, il faut lire ton magnifique livre dont la couverture détonne parmi les autres, ce qui fait qu'on ne peut pas le rater et c'est certainement une bonne chose. Tu vois, on parlait tout à l'heure du fait d'avoir des choses dans notre environnement remarquables qui nous obligent à changer nos comportements, comme le fait de mettre une kettlebell au milieu du salon ou une barre de traction. Bah, peut-être que mettre un livre jaune au milieu de sa bibliothèque, ça nous fait un petit reminder de « Ah tiens, il est peut-être temps de me lever ». Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu voulais mentionner ? Écoute, David, c'est super complet. Moi, j'en profite pour remercier vraiment toutes les personnes, tous les experts de santé interviewés durant les 2 années de cette enquête sur la sédentarité. Boris Cheval et Mathieu Boisgontier, Anthony Berthoud, nutritionniste, qui nous a fait l'honneur de la préface, le cardiologue François Carré. Ton livre sur les routines des audacieux, fait aussi partie des ressources complémentaires à ce livre-là. Nous, dans ce livre, on donne aussi des routines spécifiques sur le sujet de la sédentarité, mais on a aussi toute cette approche donc, de compréhension sur les impacts de la sédentarité sur la santé physique, mentale, sociale. Après, voilà, à un niveau individuel, tout va se jouer sur les routines. Et tu l'expliques très très bien dans ton livre, avec des routines qui sont faciles à mettre en œuvre, rapides, simples. Ça prend 5 minutes, tu n'y penses pas, c'est mis en place et ensuite tu le fais en pilote automatique. Donc, voilà, je recommande à tout le monde d'acheter les deux. de prendre les deux bouquins et de lire un chapitre de l'un, un chapitre de l'autre. Ils se complètent très bien. Et en parlant de routine, j'aime bien terminer ces épisodes par un takeaway. S'il y a 2-3 key points que les auditeurs devraient retenir de cet épisode, des choses activables qu'ils pourraient mettre en place dès demain dans leur quotidien, ça serait quoi ? Alors le premier, sans aucun doute, le mouvement est supérieur au sport. Vraiment, c'est le premier takeaway, le plus essentiel. C'est pas 1, 2, 3 séances de sport par semaine qui sont la première base de la pyramide. La première base, c'est le mouvement le plus constant, le plus continu possible tout au long de la journée.
Et deuxième base de la pyramide, qui est aussi qui est importante, mais c'est la deuxième, je rajoute des séances de sport avec des objectifs plus spécifiques. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mon environnement de travail. Si vous écoutez cet épisode et que vous êtes travailleur de bureau notamment, bureau assis debout, siège ballon, tapis de yoga, élastique, haltère, tout ce que vous pouvez, réunion en marchant évidemment, tout ce que vous pouvez faire pour modifier votre environnement de travail est essentiel. Et troisième takeaway, un peu la liste de vos soutiens. Les 5 personnes, vous prenez un moment tout de suite, dès la fin de cet épisode, pour lister les 5 personnes avec qui vous pouvez pratiquer de l'activité physique. Conjoint, conjointe, enfants, parents, collègues, amis, bricolage, jardinage, danse, marche, les formes d'activité physique peuvent être variées, mais ces 5 personnes-là, c'est un peu votre équipe des Avengers, votre équipe soutien, votre équipe support pour mettre le plus de mouvements en place dans votre vie. Trop cool. D'ailleurs, je crois que toi, tu t'es marié et je ne t'ai pas encore félicité, donc bravo. Et je crois que tu as eu d'ailleurs une cérémonie de mariage un peu particulière parce que juste après ton mariage, tu es parti faire un trail. Ouais, je vais faire le GR20 initialement, mais bon, pour différentes raisons, on n'a pas pu prendre le départ du GR20. Ceci étant, je me suis quand même fait 2 étapes en courant du GR. Trop bien. Donc je me suis fait une quinzaine d'heures de trail le lendemain de mon mariage. Eh oui. Bon, merci beaucoup Alex. Merci David.